Vous vous tenez au bord d'une rivière, quelque part en Europe centrale. Il y a environ 40 000 ans. L'eau est froide comme la fonte des glaciers, assez froide pour arrêter le cœur d'un être humain en moins de 30 minutes. Le courant est assez rapide pour renverser une personne de côté avant que ses pieds ne quittent la berge. De l'autre côté, la forêt est dense, pleine de nourriture, pleine d'abris, pleine de tout ce dont un groupe d'une douzaine de personnes a désespérément besoin avant que la saison ne change. Il n'y a pas de pont, pas de corde ancrée à un arbre, pas de bac, pas de route, juste de l'eau qui se moque de savoir si vous traversez ou non, et un groupe de personnes qui doit décider maintenant. La plupart des gens supposent que les humains préhistoriques évitaient simplement les rivières autant que possible, ou les traversaient à l'aveugle en espérant le meilleur. La vérité est plus étrange et plus délibérée que cela. Alors, comment les humains préhistoriques traversaient-ils les rivières sauvages en toute sécurité et que savaient-ils que la plupart d'entre nous ont complètement oublié? Chaque fois que vous vous arrêtez à un passage piéton et attendez un signal pour vous dire quand il est sécuritaire de vous déplacer, vous êtes géré par une infrastructure que les humains préhistoriques devaient construire entièrement dans leur propre tête. La rivière n'était pas un problème résolu par la civilisation moderne. C'était un problème résolu des centaines de milliers d'années avant l'existence de la première ville. Résolu par l'observation, la fabrication d'outils, la connaissance collective et un niveau de lecture environnementale que la plupart des gens aujourd'hui ne pourraient pas reproduire en une vie entière. Les premières preuves de traversée de rivières délibérées et stratégiques ne proviennent pas de documents écrits, elles proviennent de la pierre. En 2021, des chercheurs étudiant le site achuléen de Revadim en Israël, un site datant d'environ 500 000 ans, ont documenté un schéma d'assemblage d'outils déposés dans des séquences cohérentes avec un mouvement répété et organisé à travers un paléogamal. Un ancien cours de rivière maintenant asséché. L'archéologue Ran Barkai de l'Université de Tel Aviv, qui a largement publié sur les schémas de mobilité acheléenne, a décrit ces assemblages comme des preuves d'une organisation logistique, non pas une errance aléatoire, mais une traversée délibérée et répétée des mêmes caractéristiques du paysage. Les assemblages de Revadim montrent au moins 12 épisodes distincts de fabrication d'outils à l'image du chenal, 12 visites séparées au bord d'un point de traversée, chacune laissant une signature de préparation. Ce n'est pas de la chance, c'est un plan transmis à travers les générations. C'est là que cela devient étrange. Tout le monde suppose que le principal défi de traverser une rivière préhistorique était le courant, la force physique de l'eau en mouvement. Le registre archéologique suggère que le vrai problème était quelque chose de beaucoup plus gérable et beaucoup plus dangereux. La température. Des chercheurs étudiant la physiologie de l'immersion en eau froide à la Wilderness Medical Society ont établi que l'eau à 10 degrés Celsius, environ 50 degrés Fahrenheit, typique d'une rivière européenne alimentée par des glaciers au printemps, qui est également la saison de pointe des traversées lorsque les rivières sont les plus hautes, produit une perte fonctionnelle de la force de préhension en 5 à 7 minutes. Le contrôle moteur fin s'effondre en premier. À 15 minutes, la coordination des grands muscles se dégrade. Les mains deviennent inutiles avant le reste du corps. Pour une personne traversant une rivière rapide, cette séquence est d'une importance capitale. On ne se noie pas parce qu'on est fatigué. On se noie parce que ses mains cessent de fonctionner avant que son cerveau ne le fasse. Les humains préhistoriques qui traversaient régulièrement des rivières ne vainquaient pas le froid. Ils l'évitaient. Et cela nécessitait de savoir exactement où et quand traverser, une connaissance qui n'est pas évidente et qui prend des années à accumuler. Alors, d'où venait cette connaissance? Le registre anthropologique des sociétés de chasseurs-cueilleurs modernes, le modèle disponible le plus proche du comportement préhistorique dans des environnements similaires, donne une réponse. Le travail ethnographique mené par l'anthropologue Kim Hill à l'Université d'État de l'Arizona sur plusieurs décennies étudiantes, les communautés hachées au Paraguay, a documenté que la connaissance des traversées, y compris les emplacements spécifiques de guet, le calendrier saisonnier et les techniques de distribution des charges pour les traversées d'eau étaient transmises explicitement des adultes expérimentés aux adolescents lors d'expéditions d'apprentissage. Pas accessoirement. Délibérément, les données de Hill, publiées dans le cadre d'une étude plus large sur les délais d'acquisition des compétences dans le volume de 2011. Perspectives évolutives, cognitives et culturelles dans la revue Current Anthropology, ont révélé que la connaissance de navigation liée à l'eau était l'un des derniers ensembles de compétences à atteindre. La compétence nécessitant généralement 12 à 15 ans d'exposition guidée avant que les individus puissent opérer de manière indépendante dans des environnements aquatiques, à haut risque. 12 à 15 ans. Ce n'est pas de l'instant, c'est un programme sans salle de classe. L'implication pratique est significative. Les bandes préhistoriques ne pouvaient pas se permettre de perdre des adultes expérimentés lors des traversées de rivières, car ces adultes détenaient des informations irremplaçables.
Chaque décision de traversée était une décision de gestion des ressources, pas seulement une question de survie. Mais il y a un problème. À supposer que les traversées préhistoriques étaient purement une question de connaissance et de timing. Parfois, la rivière devait simplement être traversée quelles que soient les conditions. Et lorsque c'était le cas, les preuves suggèrent que les humains préhistoriques construisaient des choses. Les premières embarcations confirmées dans le registre archéologique datent d'au moins 50 000 ans. Dérivé du fait établi de la migration humaine vers l'Australie, une traversée qui nécessitait une navigation en eau ouverte d'au minimum 90 km. Même au niveau les plus bas de la mer, comme calculé par le paléogéographe Robert Hall de l'Université La Trobe dans une analyse de 1997 dans la revue Antiquity. Aucun mécanisme naturel ne transporte les humains à travers 90 km d'océan ouvert. Quelque chose a été construit. Pour les rivières spécifiquement, les preuves d'aides à la traversée construite sont plus difficiles à dater précisément. Le bois pourrit, les fibres se décomposent, les radeaux ne laissent pas d'ossements. Mais l'archéologie expérimentale a établi des paramètres. En 2016, une équipe de l'Université d'Exeter, travelling sous la direction de l'archéologue Bruce Bradley, a construit et testé une série de radeaux de troncs de style préhistorique en utilisant uniquement des outils reproductibles avec la technologie lithique acheuléenne. Les radeaux, construits à partir de matériaux disponibles dans toute l'Europe du Pléistocène, étaient suffisamment stables pour transporter des charges allant jusqu'à 200 kg à travers un canal fluvial à débit rapide, avec une vitesse de courant de 1,2 m par seconde. Chaque outil utilisé dans la construction aurait pu être fabriqué il y a 500 000 ans. La capacité était là, elle a presque certainement été utilisée. À quoi ressemblait réellement une traversée? Tout le monde suppose que les traversées de rivières préhistoriques est chaotique. Le registre transculturel de sociétés de foragers contemporaines suggère le contraire. La Documentation anthropologique des Hadza de Tanzanie, l'une des populations de chasseurs-cueilleurs les plus extensivement étudiées, montre que les traversées d'eau, même les traversées routinières, suivant des protocoles de groupes stricts, les individus expérimentés entrent en premier pour tester la profondeur et le courant. Les charges et les enfants sont passés dans une séquence spécifique, et le nageur le plus fort traverse en dernier. Ian Davidson, professeur émérite à l'Université de New England en Australie, a écrit que ce type de comportement de groupe séquencé face aux obstacles environnementaux représente des preuves de ce qu'il appelle la cognition socialement distribuée, le groupe comme une seule unité de résolution de problèmes, et non une collection d'individus résolvant chacun le problème seul. La traversée n'était pas le pari d'une seule personne, c'était un acte coordonné. Et voilà ce qui change quand on comprend cela. La rivière n'était pas la menace, l'isolement l'était. Une personne qui tombait et était séparée du groupe faisait face non seulement à l'eau, mais à la perte totale de la connaissance collective qui rendait la survie possible. La rivière ne vous tuait que si elle vous séparait de tout le monde. Voici ce que cela signifie dans le présent. Vous vous tenez au bord de cette même rivière, le même courant froid, la même rive lointaine, avec tout ce dont vous avez besoin de l'autre côté. Seulement maintenant, le groupe est parti. La connaissance saisonnière a été abstraite en infrastructure. Personne dans le groupe n'a besoin de savoir où se trouve le gué, parce qu'il y a un pont. Personne n'a besoin de lire le courant, parce qu'il y a une rambarde. Ce que les humains préhistoriques possédaient au bord de la rivière n'était pas du courage. Ce n'était pas de la robustesse. C'était les uns les autres, la compréhension accumulée, partagée et soigneusement transmise d'un tronçon spécifique d'eau, un mouvement maintenu collectively à travers les générations. Irremplaçables parce qu'elle vit d'un trappier would be protectively d'un tentacle, à traversation plutôt que d'un mappier ou de papier. Le pont n'a pas résolu la rivière. Il a juste rendu possible d'oublier ce que connaître la rivière exigeait réellement. Chaque traversée qu'ils effectuaient en toute sécurité était un acte de mémoire collective. Chacune que nous effectuons sans réfléchir est la preuve de la façon dont nous avons complètement confié cette mémoire au béton et à l'acier, et la preuve que nous n'avons absolument aucune idée de ce que nous avons abandonné quand nous l'avons fait.